Bonjour à tous. Dans le cadre de mon examen de droit social, je vais analyser une question qui reste encore aujourd'hui sans réponse. Cette question est celle du cumul des indemnités suite au constat d'un abus du droit de licencié avec les indemnités du licenciement manifestement déraisonnable régies par la convention collective de travail numéro 109. Afin de réfléchir à la question de manière efficace, je vais scinder ma réflexion en deux parties. La première concernera la définition des concepts de l'abus de droit et du licenciement manifestement déraisonnable, suivie d'une deuxième partie qui exposera ma réponse et mon avis critique sur cette question. Commençons par définir l'abus de droit. L'abus de droit, qui a été formulé le 10 septembre 1971 par la Cour de cassation, est le fait que le titulaire d'un droit abuse de son droit lorsqu'il exerce celui-ci d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit. Il existe différentes façons d'abuser de son droit, mais le critère spécifique qui nous intéresse aujourd'hui est le fait de faire usage d'un droit dont on est titulaire avec l'intention exclusive de nuire à autrui. Dans le contexte de la question, il faut rappeler que chaque partie, dans un contrat de travail, a le droit de rompre ce contrat à tout moment. Par conséquent, la rupture d'un contrat de travail n'est jamais, en tant que tel, un abus du droit de licencier. Cependant, dans certaines hypothèses, on peut tout à fait considérer qu'une partie abuse de son droit de licencier. Pourquoi peut-on dire cela ? Cet abus du droit de licencier, ça découle de la fonction dérogatoire de la bonne foi, qui est l'un des trois principes fondamentaux du droit des obligations, avec l'autonomie de la volonté et la convention de loi. Cette fonction dérogatoire permet de s'autodispenser de respecter une des obligations du contrat, dans l'hypothèse où l'application du contrat conduirait à un abus. La fonction dérogatoire est reconnue, mais pas traitée de la manière égalitaire par les juges. Certains l'acceptent, d'autres la refusent. De l'autre côté de la problématique, nous avons le licenciement manifestement déraisonnable. Comme je l'ai dit plus haut, il est régi par la Convention collective du travail 109. Cette convention est un outil d'implémentation, de mise en œuvre des modifications apportées par la loi sur le statut unique. L'article 8 de cette convention réalise l'une des modifications apportées par le statut unique, qui est justement ce concept de licenciement manifestement déraisonnable. Il dispose que c'est un licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service et qui n'auraient jamais été décidés par un employeur normal ou raisonnable. Ce concept a été décidé de par la volonté du législateur de créer, je l'ai dit, un statut unique. En effet, l'article 63 de la loi du 3 juillet 78, qui disposait du licenciement abusif, a été jugé anticonstitutionnel car il bénéficiait qu'aux ouvriers et pas aux employés. On a donc créé une obligation spécifique de motivation a posteriori dont bénéficient tous les travailleurs. Elle s'organise autour de deux droits, un droit d'information et un droit de contestation. Le droit d'information est le droit pour tout travailleur qui a été licencié de demander à son employeur de s'expliquer sur les raisons du licenciement, en sachant que la question doit être posée dans un certain délai et dans le respect de certaines règles de droit. Une fois que l'employeur est sollicité de s'expliquer, il doit répondre dans un certain délai et selon certaines formes. Si le motif présenté n'arrive pas à convaincre le travailleur, celui-ci peut contester la légitimité du licenciement devant le juge en invoquant le licenciement manifestement déraisonnable. S'il y arrive, il reste licencié, mais il a le droit à une indemnité de
entre 3 et 17 semaines de salaire. Si le juge considère qu'il n'y a pas de licenciement manifestement raisonnable, il ne se passera rien. Après les explications des deux notions essentielles à notre réflexion, la question est de savoir si un travailleur qui obtient une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable peut cumuler avec une indemnité pour licenciement euh, un abus du droit de licencier. Pardon. Je vais dès à présent commencer la deuxième partie de ma réflexion. Cette question trouve difficilement une réponse parce que le texte de la Convention collective du travail 109 indique que l'indemnité liée au licenciement manifestement déraisonnable est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de l'indemnité de préavis, de non-concurrence, d'éviction et de l'indemnité complémentaire payée en plus des allocations sociales. Cependant, il existe une note interprétative de la Convention collective du travail qui dispose que l'abus de droit peut toujours être invoqué. Il existe donc un conflit entre le texte légal et la note interprétative. J'estime que ces deux indemnités peuvent être cumulables, et ce pour deux raisons. Premièrement, ils devraient être cumulables car ils sont bien distincts. En effet, le licenciement manifestement déraisonnable n'est pas un abus de droit de licencier. L'un porte sur la question du licenciement, l'autre porte sur le côté abusif du droit de licencier. Cela veut dire tout simplement que l'un peut tout à fait exister sans l'autre. Dans l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 mai 2017, les juges ont suivi ce chemin du cumul. En effet, il était question d'un travailleur qui, moins d'un an après son engagement, est licencié pour motif grave. Lors de l'entretien de licenciement, il est reproché à l'employeur, je cite, d'avoir usé de voies de fait à l'encontre du travailleur, le collant contre une paroi selon un témoin. Par ailleurs, peu avant le licenciement, il est reproché à l'employeur d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard du travailleur, évoquant des faits de vol et des problèmes d'alcool, selon une déclaration d'un autre témoin. La Cour a considéré que les dommages et intérêts réclamés par le travailleur réparent un dommage distinct de celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, l'un pouvant donc exister sans l'autre. Cependant, je le précise, certains juges refusent ce cumul sous prétexte qu'il faut privilégier le texte légal. Le juge fait encore sa propre loi, au lieu d'en être la bouche, comme le souhaitait Montesquieu. Deuxièmement, je considère qu'il est primordial de mettre en avant les notes interprétatives. Les textes de loi ne peuvent pas toujours être précis, ne peuvent pas toujours être justes. Je pense donc que cette interprétation est nécessaire, surtout dans une société qui est en perpétuel changement. La réponse me paraît dès lors évidente qu'il faut cumuler ces indemnités. Je vous remercie de votre attention et je tiens juste à vous signaler que j'ai utilisé un article de hrsquare.be et que j'ai utilisé également les notes de cours du droit social du quad 1 et du quad 2. J'ai également finalement utilisé une jurisprudence, celle du 8 février 2017 de la Cour du travail de Liège. Et voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée.